Le peuple des algues. Partons à la découverte des habitantes de l'Estran. Le peuple des algues. Épisode 7. Transmettre les savoirs. L'île d'Oléron, côté ouest, présente une façade océanique où les courants permettent une grande mobilité de l'eau de mer. Côté est, celle-ci se mélange avec de l'eau provenant de l'estuaire, chargée de matière. Ainsi, la couleur de cette eau est particulièrement changeante. Le bleu craie joue avec le beige, le céladon, et parfois redevient cristallin. Zachary Gaudin, biologiste et animateur nature au CPIE Oléron, passe de nombreuses heures dans ces eaux. Il y emmène le public afin de leur faire découvrir les richesses qu'elles dissimulent. Des organismes étonnants et une diversité foisonnante d'algues. Je m'appelle Zachary Gaudin. À l'origine, j'étais chercheur en physiologie végétale et biochimie à l'université de Nantes. Et en arrivant dans le coin, j'ai découvert un monde nettement différent du monde de la recherche qui était compliqué. Et donc j'ai plutôt privilégié ce que j'ai toujours fait, être de près ou de loin dans le monde associatif. Par un coup de chance, je me suis retrouvé en contact avec des gens qui étaient chez Iode. Donc j'ai postulé et j'ai eu la chance d'être pris sur le territoire. Sachant que je ne connaissais pas du tout ni le monde de la mer, ni le monde de l'estran, ni le monde des marais. Et une des bases, c'est qu'on fait de l'éducation à l'environnement avec des techniques d'éducation populaire. C'est l'apprentissage par l'expérimentation. Donc notre base pour ça, c'est de montrer aux gens cette diversité en essayant de la décrire dans sa complexité. Qu'une fois que les gens connaissent, ils vont plus naturellement vers un respect. C'est ça qui me fascine et qui me donne envie de leur transmettre. Là, on est exactement au lieu-dit Le Sabia, sur la face nord-est d'Oléron, qui est une des zones où l'estran rocheux est encore bien colonisé par les algues. Et grosso modo, ça donne des strates calcaires avec du platier, des banches qui sont donc des endroits sous le platier qui vont creuser un petit peu et sur lesquels l'érosion va pouvoir détacher des blocs. Et donc on va avoir pas mal de micro-habitats finalement avec des algues qu'on devrait avoir beaucoup plus bas qui au final vont rester ici. Sur la pointe nord de l'île d'Oléron, à proximité du phare de Chassiron, le passé géologique de l'île transparaît. Le promeneur, le regard tourné vers la mer, aperçoit des strates horizontales, des falaises et des cassures. Et s'il fait abstraction des dimensions du paysage, il peut avoir le sentiment d'observer une véritable chaîne de montagnes découpée par d'étroites vallées. Ça et là, les trous d'eau se transforment en véritables mers intérieures. Les roches y sont colonisées par des forêts d'algues, desquelles des crépitements se dégagent. Puis l'observateur, reprenant ses esprits, distingue son ombre penchée sur cette flaque et se demande finalement si c'est lui qui regarde ou si ce sont plutôt ces espèces qui l'observent. Là, on peut voir les grandes familles, algues vertes, algues rouges, algues brunes. On est sur un des seuls sites d'Oléron où il reste encore pas mal d'algues brunes. La grande famille des fucales, les fucus, celles qui ont des petites vésicules, etc. Là, on voit des belles stations. Ce qui n'est plus le cas. Quand on écoute les anciens ici, ils couraient sur les fucales. Il y en avait partout, petits, ils jouaient dedans, ils se les balançaient. Maintenant, on a l'impression que c'est de la roche nue, quoi. Grosso modo, il ressort que le dérèglement climatique a un impact
donc le réchauffement des eaux qui favorise pas les fucales, et l'omniprésence de brouteurs qui adorent les fucales. Tout simplement parce que ils vont se jeter sur les stations vu que l'estran est quand même appauvri par rapport à ce qu'il y avait il y a quelques années, quoi. Et après, l'idée, c'est de regarder sous les blocs pour voir, si on a de la chance. Donc, ce qui est intéressant là-dessous, on dit grosso modo qu'on va avoir 60-80 espèces visibles à l'œil nu sous un rocher. Et donc là, on peut déjà en voir pas mal, rien que sur le côté, comme c'est toujours dans l'eau. Alors, dans tout ce qui est fixé là, donc on a des algues, ça c'est des restes de dulpe poivrée, on a un petit peu d'algues opportunistes, les algues vertes, ça ressemble à des cérastiums. Et là on a une éponge bleue, là on a des crabes porcelanes, il y a pas mal d'algues encoutantes, qui elles ne vont pousser que en s'étalant et en faisant une espèce de croûte calcaire et rigide sur leur substrat. On a l'impression qu'on a affaire qu'à des cailloux, mais pas du tout. Ça, c'est ce qu'on appelle des hydraires. Il y en a qui sont dépliés. Ça fait comme des petites plumes. Ça ressemble à du végétal, on est d'accord, et pourtant ce sont des petits animaux qui s'organisent en colonies avec des petits systèmes de cils qui servent à récupérer le phytoplancton principalement dans l'eau, quoi. On est chez les animaux, ouais. Mais c'est difficile de parler que d'algues sur le monde de l'estran parce qu'il y a tellement de trucs rigolos, puis bon, même les couleurs sont marquantes. Globalement, quand on est un peu statique, patient, on arrive facilement à observer la vie. Il y a un Bernard l'ermite qui s'approche là, parce qu'il a senti que potentiellement il y avait des trucs à gratter. Une crevette qui vient décoller quelques petits organismes du rocher. Ouais, c'est une petite moitié. L'évolution des organismes vivants dépend d'une multitude de paramètres, et notamment de la pression exercée par le milieu. Sur l'estran, les marées rendent celle-ci tout à fait particulière. Imaginez vivre sur un espace fait de roches et de sable et dépourvu d'eau durant 6 heures. Puis durant les 6 heures suivantes, avoir le corps entièrement recouvert d'eau de mer. Et ainsi de suite durant l'ensemble de votre vie. C'est avec cette condition que les organismes de l'estran se développent. Ainsi, pour les humains vivant sur Terre que nous sommes, ces espèces peuvent paraître étranges, du fait de leur forme et de leur couleur, voire même repoussantes, du fait de leur texture. Pourtant, pour celui qui se donne la peine de les comprendre, cette diversité est tout bonnement fascinante. Mais bon, là on voit bien, on est quand même dans un cadre où les vulves dominent. Là, on voit les dépôts. Là, quand c'est épais comme ça, on appelle ça des andins. Donc, entassement d'échouage d'algues. Là, d'ici, on voit que c'est majoritairement vert. Donc, je pense que ce qu'on sent aussi vient de ces andins qui sont entassés au soleil depuis quelques jours. Et ça, c'est pas l'ordre logique et naturel des choses. Là, ça vient clairement de tout ce qui est balancé dans l'eau, qui vient principalement des modèles agricoles qui sont utilisés en amont. Et on est entièrement dépendant de ce qui se passe en amont. Si la tête du bassin versant est pas régulée, tout le reste ne le sera pas. Et donc ici, c'est des plaines céréalières. Et à l'échelle du parc, on a quand même 6 fleuves, donc ça veut dire tous les bassins versants de ces 6 fleuves. Donc toutes les pratiques agricoles monoculturales intensives balancent des engrais en grande quantité. On les retrouve systématiquement dans l'eau de mer. Et le résultat, on le voit notamment avec les algues vertes, quoi.
Et Oléron n'est pas épargné, hein. Il n'y a pas que la Bretagne qui subit les marées vertes. C'est juste que ça stagne de façon titanesque, alors que nous, on a beaucoup de mobilité. On fait le suivi avec le CEVA 3 fois par an pour aller faire le tour de tous les sites qui présentent des accumulations d'algues vertes sur les plages, pour faire ce qu'on appelle les vérités terrain, pour voir les proportions, les types d'algues et la dangerosité, s'il y a un dégagement de gaz ou pas. Et là, on retransmet aux communes pour qu'ils puissent faire de l'information. Mais là aussi, il y a un besoin pédagogique, parce qu'il y a beaucoup de communes qui font comme si ça n'existait pas, et qui, pendant un moment, raclaient. Et généralement, la solution, c'est de mettre ça en haut de dune, ou en tout cas en haut de plage, dans la dune, de faire comme si ça n'existait pas. Sauf que là, il y a un danger réel, vu qu'on a de grosses quantités et qu'elles vont rester très longtemps. Nous, faut pas se plaindre sur Oléron, ils étaient assez proactifs sur la question. Donc, ils ont mis des moyens assez tôt pour essayer d'évaluer la dangerosité et les façons de traiter le problème. Et en l'occurrence, la mobilité et les courants font qu'à l'ouest, ça part assez vite et qu'on n'a pas d'accumulations qui sont très problématiques. Là, ça pue. Ça, c'est des traces de décomposition. Voilà. Là, c'est sûr. Moi, j'ai en permanence un capteur sur moi quand je fais le tour des plages. Et donc, ça me permet d'avoir une évaluation rapide de la quantité de gaz qui se bloque quand même à 400 ppm, sachant qu'à partir de 100-200 ppm, on a déjà des symptômes graves, difficultés respiratoires, de la toux. Et après, le problème, c'est qu'on perd l'odeur. Et donc, on n'a plus la résonance de danger en tête. Et c'est là où ça devient potentiellement problématique. Et à partir du moment où on va avoir trop de gaz, si on tombe dedans, une vieille personne, un enfant qui joue parce que c'est un gaz qui reste au sol, en 30 secondes, 1 minute, il peut tomber dans les pommes. Et dans ce cas-là, c'est fini. C'est comme beaucoup de choses du vivant, on voit que ce qu'on connaît. Les algues vivent la plupart de leur vie cachées. On fait pas beaucoup de plongées, on va pas voir dans quel monde elles évoluent, les contraintes qu'elles réussissent à outrepasser pour pouvoir survivre. Et puis souvent on s'intéresse qu'aux espèces qui sont d'intérêt agronomique ou économique. Donc forcément toutes les autres qui sont petites, insignifiantes et qui vont pas changer la face du monde, on les regarde pas. Les algues passent au second plan, alors que c'est un monde qui est plein de ressources. Et en fait, on ne peut pas avoir d'écosystème marin sans algues, clairement. Dans ce métier, on emmène les gens dehors pour aller aussi ressentir. C'est pas que apprendre à connaître telle bestiole et telle bestiole, c'est on est dans la nature pour y être bien, pour voir qu'on en fait partie. Et ce rapport au sensible est extrêmement important. Redécouvrir avec des yeux d'enfant la diversité et les formes de vie. Et voir que tout ça, toutes ces vies sont liées à nos activités d'humains. Et donc, si on veut que ça continue, que ça perdure et qu'ils aient un peu de chance de survivre, il faut les comprendre et essayer de les protéger. Le peuple des algues est une création originale du collectif Serre. Ce projet a reçu le soutien financier de l'Office français de la biodiversité et du parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. Nous tenons à remercier chaleureusement Zachary Gaudin ainsi que toute l'équipe du CPIE Marraine d'Oléron. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager ce podcast et rendez-vous pour l'épisode 8. Composer avec le vivant, avec Christine Néon.